Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et cette semaine, on se retrouve pour l'analyse de l'action Mastercard. Comme d'habitude, le format d'analyse sur ma chaîne se découpe en 4 étapes. En premier point, nous allons voir la société Mastercard en détail et essayer de comprendre son business et ses activités. En deuxième point, nous allons voir l'analyse quantitative de la société, puis l'analyse fondamentale et enfin l'évaluation du prix. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas déjà vu les 3 vidéos qui expliquent ces 3 étapes, donc l'analyse quantitative, fondamentale et l'évaluation du prix, je vous renvoie vers la playlist méthode que je vous mettrai en bas dans la description et en haut à droite, sur laquelle vous pourrez tout apprendre sur mon processus d'analyse d'action. Et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, le petit disclaimer, donc je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant passer à l'étude de la société Mastercard. C'est donc une société américaine qui est cotée au NYSE, donc au New York Stock Exchange, et qui a pour ticker MA. Elle a une capitalisation de 427 milliards de dollars. Elle n'est pas éligible au PEA. Elle verse un dividende de 0,58% et elle est dans le secteur de la finance. L'histoire de la société débute en 1966 avec la création de Interbank Mastercharge, qui deviendra plus tard Mastercard, par plusieurs banques californiennes pour concurrencer Bank Americard, qui est aujourd'hui Visa et qui a été créé par un groupement de banques, notamment new-yorkaises. En 1990, Mastercard acquiert ensuite Access Card, qui est une société britannique. En 1994, Mastercard est la première entreprise à autoriser les paiements en ligne. En 2002, Mastercard fusionne avec Europay International. En 2006, Mastercard est introduite en bourse. En 2010, elle acquiert DataCash, qui est une entreprise britannique spécialisée dans la lutte antifraude. En 2015, elle crée un projet d'authentification grâce au selfie. En 2016, elle acquiert 92,4% de la société Vocalink. En 2019, elle acquiert une partie de l'activité de la société Nets. En 2021, elle acquiert Ekata, qui est une société scandinave. Et en 2022, Mastercard lance un partenariat avec Binance pour permettre le paiement via crypto-monnaie. Au niveau de la répartition des ventes par secteur, on a 2 secteurs principaux chez Mastercard. Le premier qui sont les réseaux de paiement avec 64,6% et ensuite les services et solutions qui représentent 35,4% des ventes. Et concernant la répartition géographique des ventes, elle est découpée en 3 régions, l'international qui représente 64,9%, les États-Unis 33% et l'Amérique du Nord, donc hors États-Unis, donc en l'occurrence le Canada avec 2,1%. Et maintenant, si on fait un point sur les différents secteurs d'activité de Mastercard, évidemment en premier point, le plus gros secteur qui est tout simplement le réseau de paiement Mastercard et qui émet notamment toutes les cartes de crédit et de débit Mastercard grâce auxquelles sont faites les transactions sur le réseau. Donc parmi ces cartes, on retrouve les cartes standard, Gold, Platinum, World, World Elite, Prepaid et Maestro que vous connaissez probablement et vous avez d'ailleurs probablement déjà eu une carte Mastercard. Mastercard donc prend une commission sur tous les paiements qui passent par son réseau, donc à chaque fois que vous payez avec une carte Mastercard, sachez que le commerçant paiera une commission auprès de Mastercard. C'est pour ça que les banques d'ailleurs prélèvent des frais sur les transactions bancaires quand vous payez sur un TPE, des frais qui sont donc payés par le commerçant auprès de sa banque et la banque ensuite donc reverse ces frais à Mastercard. À savoir que les paiements internationaux sont les plus rentables pour la société puisque forcément Mastercard prend plus de frais quand un paiement traverse une frontière. Ensuite, au niveau des services et solutions, là on retrouve pas mal de choses, notamment d'abord sur le segment de la cybersécurité, des solutions dédiées à protéger les réseaux de paiement comme par exemple SafetyNet. Ensuite, on retrouve le segment Analytics et Data où Mastercard fournit des solutions de BI, donc Business Intelligence, aux entreprises grâce à sa large base de données transactionnelles et de données surtout d'achat et des données consommateurs. Ensuite, une partie consulting où Mastercard propose des ateliers de consulting pour les entreprises comme par exemple Launchpad. Puis le marketing où Mastercard propose des services de marketing pour les entreprises également basés sur ces données de consommation qu'elle récupère notamment grâce aux transactions qui sont faites sur son réseau. Ensuite, on a la gestion de programmes fidélité qui sont mis en place avec des émetteurs et des commerçants utilisant le réseau Mastercard. Des interfaces de paiement également que propose Mastercard qui permet aux entreprises de mettre en place des solutions de paiement personnalisées sur le web ou sur mobile par exemple. Et également des solutions d'open banking qui sont des API, donc des interfaces sur lesquelles les applications peuvent venir se connecter pour récupérer des données bancaires. Donc par exemple, si vous avez un agrégateur de compte bancaire ou une application de gestion de budget ou même une application de gestion de patrimoine, comme
par exemple Finery, ces applications-là utilisent des solutions d'open banking pour se connecter à vos comptes bancaires et récupérer les données. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Et également, Mastercard propose des services d'identité numérique et des solutions d'identité numérique telles que la vérification de documents, l'intelligence IP, la biométrie, et tout ça est notamment basé sur des technologies qui ont été acquises avec la société Ekata en 2021. Et ensuite, en bonus, on retrouve également un segment FinTech dans lequel Mastercard fait des partenariats avec des FinTech en fournissant notamment des solutions logicielles ainsi que financières pour accompagner donc les FinTech dans leur développement. Et parmi ces partenariats, on retrouve des noms très connus dans le secteur français et même à l'international avec Conto, Shine, Swile, Envensys et Bunk par exemple. Maintenant, si on fait un rapide point sur le management, on retrouve Michael Miebach au poste de CEO depuis 2018, en sachant qu'il a intégré Mastercard en 2010. Puis Sachin Mehra qui est CFO depuis 2019, en sachant qu'il a aussi intégré la société en 2010. Et enfin Rob Bird qui est CLO, donc Chief Legal Officer depuis 2023. Et au niveau de l'actionnariat, on n'a aucune ligne particulière, c'est tout un tas d'institutionnels relativement classiques comme Vanguard, State Street, T. Rowe Price, BlackRock, Fidelity, etc., etc. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de la société Mastercard. Et là, si vous n'avez pas vu la vidéo détaillant tout le processus d'analyse quantitative que j'utilise, je vous renvoie vers cette dernière que vous trouverez en description et en haut à droite de la vidéo. Et commençons donc par la rentabilité de la société. Et là, on voit qu'on a des chiffres excellents avec un ROCE sur 1 an à 56,61%, sur 5 ans à 49,75% et sur 10 ans à 54,58%. C'est tout simplement énorme. Au niveau des profits, on a des marges brutes de 82,09%, des marges opérationnelles de 58,22%, des marges nettes de 44,61% et un pourcentage de dépenses en CAPEX par rapport au résultat opérationnel de 9% seulement. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on retrouve une croissance sur la dernière année de 15,9%, sur les 5 dernières années de 13,1%, sur les 10 dernières années de 14,2%. Et enfin, on a un score de prédictibilité du chiffre d'affaires qui est de 98%. Donc ce score est un nouveau critère que je prends en compte dans mes analyses et qui remplace l'ancien critère qui était le CA prévisionnel sur les 5 prochaines années. Je trouve que celui-là est plus réaliste puisque celui-là part de la donnée passée pour extrapoler la donnée future et celui-là nous indique donc à quel point le chiffre d'affaires de la société est prévisible en fonction de sa standard deviation, donc c'est-à-dire de sa déviation par rapport à sa croissance habituelle. Ensuite, passons à la croissance des free cash flow, et là également on a un sans faute avec une croissance sur la dernière année de 10,7%, sur les 5 dernières années de 15,7% et sur les 10 dernières années de 16%. Ensuite, au niveau du dividende, on a eu une croissance sur la dernière année de 16,3%, sur les 5 dernières années de 16,7%, sur les 10 dernières années de 23,1%, et cela fait 13 ans que Mastercard augmente son dividende de manière ininterrompue. Et enfin, au niveau de la santé, on a un ratio dette sur EBITDA de 1,04 et un payout ratio de 19%. Et donc si on récapitule, tous ces critères nous donnent une note finale de 20 sur 20. On a un sans faute ici au niveau de Mastercard. Et vous verrez prochainement qu'il n'y a qu'une seule autre entreprise qui arrive à avoir un sans faute. Et maintenant, si on compare Mastercard par rapport à ses concurrents, eh bien voilà, on retrouve Visa avec également 20 sur 20, qui est la seule entreprise qui arrive à avoir 20 sur 20 à part Mastercard. Et ensuite, on a American Express et Discover Financial Services. Alors ces deux-là ne peuvent pas être notés tout simplement parce qu'elles n'ont pas de ROCE, donc du coup ça serait injuste de les noter sans ce critère. Et si on compare la performance de Mastercard par rapport à ses concurrents, sans surprise, elle arrive en première position, suivie de Visa, ensuite American Express, et enfin Discover Financial Services, en sachant que cette performance est calculée dividende non réinvesti. Et si on compare la performance de Mastercard par rapport au S&P 500, sur les 10 dernières années, on a eu une surperformance de 6,98%, et sur les 15 dernières années, de 12,52%. En sachant qu'on ne peut pas remonter plus loin, tout simplement parce que Mastercard a été introduite en 2006, donc on n'a pas encore 20 ans de backtest. Et maintenant, passons à l'analyse fondamentale de Mastercard, et comme pour l'analyse quantitative, si vous n'avez pas vu la vidéo qui explique ce processus, je vous renvoie vers cette dernière. Et commençons tout de suite par les forces de la société. Premièrement, évidemment, Mastercard est en duopole avec Visa, c'est-à-dire que ces deux entreprises détiennent quasiment la totalité du marché, puisque Visa détient 50% et Mastercard est le challenger, donc il est le deuxième avec 25% de part de marché. Mastercard également est présent dans plus de 200 pays, ce qui est colossal. Également à noter qu'en 2022, 23% de l'économie mondiale a transité par les réseaux Visa et Mastercard, donc ici on a vraiment
un duopole qui est massif. C'est un business qui est quasiment inconcurrençable aujourd'hui pour un nouvel arrivant. Et également, il faut noter que la part des paiements digitaux continue de croître au détriment du liquide. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les paiements digitaux sont passés devant les paiements en liquide il y a seulement quelques années. Donc on a encore beaucoup de place pour la croissance des paiements digitaux. Également, il faut noter que Mastercard a légèrement surperformé historiquement son concurrent Visa. Et enfin, Mastercard dispose d'un effet de réseau, donc c'est-à-dire que plus il y a de consommateurs qui passent par le réseau Mastercard, plus le réseau est attractif pour les commerçants, et donc plus il y a de consommateurs qui l'utilisent, et donc plus il est attractif pour les commerçants, etc., etc. C'est un effet réseau qui se renforce de lui-même. Maintenant, au niveau des risques sur la société. Premier point, Mastercard est exposé aux concurrences de certains pays qui fournissent des solutions nationales, et là on peut noter UnionPay en Chine ou CB en France, qui sont donc des solutions qui ont été mises en place par un groupe de banques nationales. Ensuite, Mastercard est très sensible également aux conditions économiques et notamment au volume de paiements internationaux, puisqu'on l'a vu, c'est une de ses principales sources de revenus et c'est le type de paiement sur lequel Mastercard prend le plus de commissions, et donc elle est forcément sensible aux risques géopolitiques, car s'il y a des conflits dans le monde, forcément les échanges internationaux vont diminuer et ça va impacter Mastercard. Et enfin, elle fait face à des risques réglementaires et antitrust majeurs, et par le passé, Mastercard et Visa ont souvent été traînés en justice et attaqués pour leur position dominante et leur position de quasi-monopole. Maintenant, passons à la checklist fondamentale et commençons par les produits. Les produits de Mastercard évidemment sont essentiels puisque personne ne peut se passer d'une carte bancaire aujourd'hui. Les produits sont achetés régulièrement puisque les achats par carte bancaire sont faits constamment. Les produits sont vendus à bas prix puisque les commissions sont indolores pour les consommateurs et représentent une portion infime d'une transaction même pour les commerçants, et donc Mastercard et Visa prennent leur cash sur le volume énorme de transactions. Également, les produits sont achetés par une large base de clients puisque tout le monde a eu ou a actuellement une carte bancaire Mastercard. C'est vraiment un produit qui est très démocratisé et qui est présent dans le monde entier. Et ce sont des produits également qui résistent au changement puisque ce business est quasiment impossible à concurrencer à l'heure actuelle. Et à part des initiatives nationales de la part de pays spécifiques, un concurrent privé ne pourrait jamais arriver à concurrencer ces deux géants. Maintenant, au niveau du positionnement, on a une entreprise qui est plutôt neutre au niveau de l'appréciation par ses clients, puisqu'elle est appréciée aux yeux des consommateurs, mais beaucoup moins auprès des commerçants qui jugent souvent injuste la commission qu'ils payent sur les transactions par carte bancaire. Également, l'entreprise n'est pas unique, puisque Visa propose exactement les mêmes solutions que Mastercard. L'entreprise n'est pas le leader de son marché, puisque c'est Visa le leader de son marché. L'entreprise, par contre, résiste à la concurrence, puisque Mastercard est en duopole et il est impossible pour un nouvel entrant d'arriver et de concurrencer ces deux géants. Et au niveau du pricing power, on est plutôt neutre, car plusieurs fois par le passé, des associations de commerçants ont souvent fait pression pour réduire les commissions que prenait Mastercard sur les transactions. Au niveau du management maintenant, on a une entreprise qui est facile à diriger selon moi, car le business model est simple et il n'y a pas de risque majeur de disruption. L'entreprise a une allocation du capital qui est neutre puisque Morningstar lui attribue une note de standard. Mastercard est focus sur la qualité de ses produits. Le management de l'entreprise est compétent et le management n'est pas skin in the game puisque le management n'a aucun lien particulier avec l'entreprise. Il ne s'agit pas d'une entreprise familiale et le management n'a pas de part dans l'entreprise également. Et pour terminer, Mastercard a une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle opère dans un secteur cyclique puisque le secteur financier est cyclique et dépend directement des conditions économiques et macroéconomiques. Mastercard dispose d'un fort potentiel de croissance, que ce soit au niveau des pays émergents ou même, comme on l'a vu, de la part croissante des paiements digitaux. Et également, Mastercard évolue donc dans un marché en croissance puisque la part des paiements digitaux ne cesse de croître. Et enfin, Mastercard est orienté vers ses actionnaires puisque Mastercard verse un dividende croissant et effectue beaucoup de rachats d'actions réguliers. Et donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 14,5 sur 20. Et enfin, si on réfléchit à quelques scénarios catastrophes, pour ma part j'en ai trouvé 3, et le premier serait que les monnaies numériques de banque centrale remplacent totalement les réseaux de paiement Mastercard et Visa. Donc pour moi c'est un scénario qui est peu probable car les monnaies numériques de banque centrale seront surtout utilisées pour les transactions interbancaires. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Je ferai probablement une vidéo sur le sujet des monnaies numériques de banque centrale parce que ça fait couler beaucoup d'encre et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas vraiment l'utilité que pourraient avoir ces monnaies. On a également le risque que les crypto-monnaies deviennent la norme, mais personnellement je n'y crois pas, je ne crois pas dans les crypto-monnaies de manière générale, et même dans tous les cas, on a vu que Mastercard fait partie des premiers entrants à se positionner sur le secteur des crypto-monnaies et des paiements en crypto-monnaies, donc dans le pire des cas, je pense que Mastercard arriverait à mettre le grappin sur cette technologie et à arriver avec Visa à monopoliser le paiement également sur ces solutions.
Et enfin, côté géopolitique, les BRICS pourraient appuyer un réseau de paiement maison dans les pays émergents et donc évincer Mastercard et Visa des pays émergents au profit par exemple d'un acteur chinois, russe, indien ou que sais-je. Et maintenant, pour terminer, passons à l'étude de la valorisation de la société, et si vous n'avez pas vu la vidéo qui détaille ce processus, je vous renvoie vers cette dernière que vous trouverez, comme les deux autres, en bas dans la description et en haut à droite de la vidéo. Et premier point, nous allons calculer la Fair Value Estimate de l'entreprise, donc le prix juste auquel on aimerait la payer. Et pour ça, on va s'appuyer sur 5 prix. Le premier est obtenu grâce à une méthode de discounted cash flow basée sur le chiffre d'affaires et on obtient 304,96 $. Ensuite, on a Morningstar qui nous donne un prix de 421 $, Guru Focus qui nous donne un prix de 455,79 $, Refinitiv 493,85 $ et Tipranks 508,96 $. Si on fait la moyenne de ces 5 prix et qu'on applique un coefficient de 0,9, on obtient un prix de 401,23 $. Et si on compare ce prix par rapport au prix actuel de l'action, on voit que l'action est légèrement surévaluée de 14,1%, mais c'est assez récent, hein, c'est depuis fin décembre, début janvier 2024, et vous voyez que sur toute l'année 2023 et même 2022, on avait une entreprise qui était globalement évaluée à sa juste valeur, voire légèrement sous-évaluée. Et maintenant, si on compare les différents PE, on a un PE général de l'industrie qui est à 14,63, un PE historique de Mastercard qui est de 35,30 et un PE actuel qui est de 38,69. Donc on a une différence de 9,6%. Donc actuellement, au niveau du PE, l'entreprise est légèrement surévaluée également. Et donc si on fait la moyenne de ces deux scores, à savoir la différence entre le prix et la Fair Value Estimate et le PE 10 ans, on obtient un score de valorisation de moins 11,9%, ce qui veut dire que l'entreprise est environ 12% trop cher aujourd'hui par rapport à son prix juste. Et maintenant, pour conclure, Mastercard évidemment est une entreprise de qualité, comme on l'a vu, elle a une note quantitative de 20 sur 20, ce qui est excellent. Elle possède un grand moat, donc un très fort avantage compétitif et des fondamentaux excellents avec une note fondamentale de 14,5 sur 20. Elle est en duopole avec Visa et son réseau de paiement est incontournable et quasiment impossible à concurrencer et à déloger. Par contre, elle est aujourd'hui un peu chère, elle a fortement augmenté depuis fin 2023. Et donc pour moi, évidemment, Mastercard, c'est oui, c'est une entreprise que j'ai déjà en portefeuille, ça fait partie de mes plus grosses positions et c'est une entreprise que je continuerai bien évidemment à acheter dans le futur. Merci à tous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire si Mastercard est une entreprise que vous avez en portefeuille ou non, dites-moi également en commentaire quelles sont les prochaines entreprises que vous aimeriez que j'analyse sur la chaîne, n'oubliez pas également si vous ne l'avez pas encore fait de vous abonner à la chaîne et d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.